Bonsoir mesdames, messieurs, bienvenue si vous nous rejoignez pour cette nouvelle édition de votre journal de 22 heures. Voici à présent le grand titre. Lancement d'un projet de renforcement de capacité de jeunes étudiants et réfugiés. À la une également, un atelier sur la collecte des données, des indicateurs de suivi et d'évaluation, ainsi que l'harmonisation d'un travail d'ensemble s'est ouvert ce matin au Palais du Peuple. Merci d'être avec nous sur Télé Djibouti pour vous informer. Le lancement de la seconde phase du projet de renforcement de capacité de jeunes djiboutiens réfugiés a eu lieu ce matin au Palais du Peuple. Parrainé par le ministre de l'Intérieur, Hassan Omar Mohamed, cette cérémonie a été organisée par l'Organisation internationale pour l'immigration en collaboration avec l'Office national d'assistance aux réfugiés et sinistrés, l'ONARS. Ce jeune réfugié du camp de Ali Adé est djiboutien issu de familles économiquement vulnérables et qui n'ont pas les compétences requises pour s'insérer dans le marché du travail sont au nombre de 250, dont la moitié sont de filles qui seront réparties sur les 5 régions de l'intérieur. Outre l'élargissement de l'espace géographique du projet et l'augmentation du nombre de bénéficiaires, le comité d'organisation veut non seulement multiplier le type de métier afin d'offrir un plus large panel de choix aux candidats, mais cherche aussi à donner une place importante à la formation des filles. À la différence des bénéficiaires de 2013, les candidats de cette année seront à la clôture de leur formation dirigée vers des entreprises du secteur privé pour des stages pratiques, d'autant plus que les différents types de formation ont été calqués sur le besoin du marché de l'emploi. Un accent particulier a été également mis sur l'autonomie et l'intégration socio-économique de réfugiés dans les communautés locales. Outre le ministre de l'Intérieur, cette cérémonie a vu la participation de la ministre de la Promotion de la Femme, Hassana Barkha Daoud, de l'ambassadeur de Djibouti, Tom Kelly, du secrétaire exécutif de l'ONARS, Hussein Hassan Marar, du chef du bureau de l'OIM à Djibouti, Romaric Ngoussan, de la représentante du HCR, Horonima Somlanch, du représentant de la diaspora somalienne, ainsi que des représentants des organisations onusciennes et plusieurs invités. Dans un mot prononcé, la représentante du HCR a indiqué que l'organisation qu'elle représente estime que l'autosuffisance de réfugiés est un élément clé pour améliorer leurs conditions de vie. Selon elle, ces formations permettront aux réfugiés de se construire une vie en toute dignité. De son côté, le secrétaire exécutif de l'ONARS a souligné que même si tout le monde n'aura pas la même chance devant l'embauche, il est prévu d'offrir un outil de travail afin que certains puissent montrer leur propre entreprise et se mettre du coup à l'abri de besoins primaires. Dans son discours, l'ambassadeur des États-Unis à Djibouti, Tom Kelly, s'est réjoui de l'inclusion de la population des réfugiés dans ce programme. Il a rappelé que pendant de nombreuses années, Djibouti a offert une protection aux réfugiés en sa qualité d'îlot de stabilité dans une région troublée. De son côté, le chef de bureau de l'OIM à Djibouti, Romaric Nguessan, a indiqué qu'au terme de 3 mois de formation intensive, un test final de fin de formation a été organisé et les 87 étudiants les plus brillants ont pu bénéficier de stages pratiques en entreprise. On les écoute. L'année dernière, 230 réfugiés et jeunes djiboutiens ont été formés sur les techniques culinaires, l'informatique, la pêche et sur d'autres domaines lors de la première phase de ce programme, soutenu par le Bureau des réfugiés de migration du département d'État des États-Unis. Le programme a également aidé beaucoup de ces gens à trouver des stages et des emplois permanents dans le secteur privé local. Je salue le travail que le ministère de l'Intérieur, le ONARS, le HCR et la OIM ont accompli pour que cela se réalise. Aujourd'hui, les États-Unis sont fiers de poursuivre le partenariat avec vous tous. 250 nouveaux jeunes seront sélectionnés pour participer à la deuxième phase du programme. Cela donnera à une nouvelle génération de jeunes la chance d'acquérir des compétences dans le domaine des moyens de subsistance grâce à une formation ciblée. Depuis quelques années, il était de plus en plus question du rapatriement volontaire des réfugiés somaliens vivant dans les pays de la Corne de l'Afrique sous condition de la sécurité en Somalie. Mais en attendant que ces retours soient possibles et effectifs, tous les pays
y compris Djibouti, se sont préoccupés à l'issue de plusieurs rencontres de la nécessité de former ces jeunes afin que ceux-ci, une fois de retour en Somalie, puissent mettre leurs connaissances et savoirs au profit de leur pays. Ces formations leur permettront également de contribuer à la vie socio-économique djiboutienne ainsi que dans les pays de réinstallation pour ceux qui auront la chance d'en bénéficier. C'est dans ce cadre que le gouvernement a demandé à l'OIM de soumettre un projet de formation qui puisse bénéficier à ces réfugiés. En effet, la plupart de ces jeunes âgés de 18 à 25 ans sont nés dans le camp de réfugiés où les opportunités de formation professionnelle et d'emploi sont quasi inexistantes. Ils dépendent donc entièrement de l'aide fournie par le gouvernement avec l'appui des organisations internationales telles que le HCR et le PAM. Par la suite, la ministre de la Promotion de la Femme du Planning familial chargée de relations avec le Parlement, Hassana Barkha Daoud, a rappelé que beaucoup de jeunes filles formées au centre de formation des femmes de Belbala ont déjà trouvé un emploi dans différents secteurs, notamment dans les entreprises privées. D'autres ont pu créer leur propre activité génératrice de revenus grâce au microcrédit octroyé par la Caisse populaire d'épargne et de crédit au kit d'insertion qui leur ont été offerts à l'issue de leur formation. Voici un extrait de son discours. Les 235 jeunes formés aux différents métiers pendant la première phase, 25 jeunes filles du camp de Ali Adé, mais aussi des localités de Holhol, d'Asbio, Boubeto et de la ville de Ali Sabih, ont été formées au Centre d'action sociale et d'autonomisation des femmes, qui est le bras technique de mon département et spécialisé dans la formation et l'insertion des jeunes filles dans des domaines variés. Aussi, je suis très heureuse de constater que le nombre de bénéficiaires de la formation pour la seconde phase ait été revu à la hausse. Sur les 250 futurs bénéficiaires, 125 seront des filles, qui cette fois seront réparties sur les 5 régions de l'intérieur. Pour les jeunes filles comme pour les garçons, affronter la vie avec une formation professionnelle minimale ouvre beaucoup de perspectives, leur donne de l'espérance et beaucoup de motivation pour sortir de la pauvreté et de la précarité. Car comme nous le savons bien trop souvent, la pauvreté a un visage féminin et dans les camps de réfugiés, cela est une vérité encore plus palpable, et je félicite le ministère de l'Intérieur, l'OIM et l'ONARS pour avoir pris en compte cette problématique genre et avoir tenu à ce que la parité soit parfaite dans la formation des jeunes qui sera poursuivie dans la deuxième phase. Clôturant les interventions, le ministre de l'Intérieur et parrain de cette cérémonie, Hassan Omar Mohamed, a indiqué que ce projet permet de renforcer la résilience des populations réfugiées, particulièrement les plus jeunes d'entre eux. En effet, ce projet de formation professionnellement va permettre aux jeunes réfugiés, selon le ministre, le développement de compétences humaines, professionnelles et citoyennes qui pourront ensuite mettre au service de leur pays. Écoutez. Nous avons adopté en mars 2014 un nouveau cadre de référence de développement, la vision 2035, afin notamment d'inverser la tendance du chômage. Or, 74% de la population djiboutienne est âgée de moins de 35 ans. Et plus du tiers d'entre eux sont au chômage. De plus, la très grande majorité des jeunes demandeurs d'emploi ont un niveau d'employabilité assez faible. Plus de 80% d'entre eux n'ont aucune qualification. En plus de ceux qui sont effectivement des chômeurs, environ les tiers de jeunes et des femmes disponibles pour travailler sont des chômeurs découragés ou des chômeurs non actifs. Cette situation constitue un défi immédiat, important, pour lequel le gouvernement met en œuvre pour relever ces défis. L'accroissement de l'offre de formation professionnelle et de l'apprentissage est d'autant urgent. Le projet de formation professionnelle est salué parce qu'en créant une synergie entre les différents acteurs dans le processus de formation, il renforce les structures existantes afin de penser la formation. Fondé sur une analyse des besoins actuels du marché local, fondé sur une communication avec les préfectures sur les besoins spécifiques de leur région, fondé sur le contact direct
avec les acteurs privés les plus dynamiques du tissu économique djiboutien, fondé sur l'aspiration en termes de formation de jeunes djiboutiens et réfugiés. Ces projets visent à renforcer les structures de formation nationale et développer de nouvelles méthodes de formation intensive, innovantes et efficaces, et qui, désormais, nous pouvons l'espérer, va s'installer dans une certaine pérennité et s'imposer comme un modèle de réussite. Autre nouvelle du pays, le ministre de la Santé, Dr Kassim Issa Ousmane, a tenu ce matin dans son bureau une réunion de travail sur le nouveau projet de campagne d'accélération de la réduction de la mortalité maternelle en Afrique, connu sous le nom de Karma, avec l'ensemble des partenaires au développement œuvrant pour la santé de la mère et de l'enfant sur le plan national. L'objectif de cette réunion a été de discuter de la préparation de la tenue d'une réunion sur le projet de campagne d'accélération de la réduction de la mortalité maternelle, appelé communément Karma, qui se tiendra en janvier 2015 à Djibouti. Étaient présents lors de cette réunion la représentante de l'OMS, la représentante de l'UNICEF, la représentante de l'ONU-SIDA, ainsi que plusieurs autres ONG internationales. En effet, cela fait suite à l'initiative lancée par l'Union africaine en 2009 dans plusieurs pays d'Afrique. Ce projet permet de déclencher des actions concertées dans les pays africains pour améliorer la santé de la mère et de l'enfant. En effet, comme l'a rappelé le ministre de la Santé, Dr Kassim Issa Ousmane, le principal objectif poursuivi par le ministère de la Santé dans ce projet est d'accroître la disponibilité et l'utilisation des services de soins de santé accessibles à la population, surtout aux femmes, afin de réduire la mortalité maternelle. Nous entendons donc, a-t-il dit, qu'il y a une forte mobilisation autour de ces projets de la part du gouvernement, mais également des partenaires afin de faire prendre conscience de l'importance que revêt la vie des femmes. Pour terminer, le ministre de la Santé a rappelé que le gouvernement djiboutien est engagé depuis plusieurs années dans l'atteinte de l'OMD en mettant en place des stratégies de réduction de la mortalité maternelle, néonatale et infantile. C'était dans les titres un atelier sur la collecte des données, les indicateurs de suivi et l'évaluation ainsi que l'harmonisation d'un travail d'ensemble. C'est ouvert ce matin au Palais du Peuple. Le commissaire au plan chargé de la statistique, M. Amar Ali Saïd, a présidé la cérémonie d'ouverture. Cet atelier de 3 jours s'inscrit dans le cadre des consultations menées par la direction des statistiques avec les différentes équipes et collaborateurs impliqués dans l'établissement des données statistiques et leur interprétation. Cet atelier vise d'une part à fixer les nouveaux indicateurs et chercher en fonction des besoins et d'harmoniser d'autre part les méthodes et concepts de production pour mieux expliquer les résultats obtenus. Les représentants des différents départements vont se concerter 3 jours durant sur tous les indicateurs de développement et les progrès réalisés en matière de lutte contre la pauvreté, d'autant qu'on entame la dernière année des objectifs de développement du millénaire fixés par les Nations Unies en 2000 à l'entame du nouveau millénaire, soit le début du XXIe siècle. La DIZED entreprend, et ceci conformément à ses missions, à la mission de coordination du système national et d'harmonisation surtout des concepts et de nomenclature en vigueur en République de Djibouti. Cet atelier vient à point nommé puisqu'il intervient dans un contexte où le gouvernement a adopté la vision 2035 et devra donc fournir une base de travail pour un meilleur suivi de la SCAP récemment lancée par le gouvernement. Dans son intervention, le représentant de BUNID a souligné que l'information des statistiques se trouve au cœur du dispositif de suivi, évaluation de la mise en œuvre de stratégies de lutte contre la pauvreté. Voici ses propos. La de l'INDS 2008-2012 a montré que le suivi-évaluation périodique a été le maillon faible de la stratégie. Cette faiblesse du suivi-évaluation s'explique par plusieurs raisons, y compris le manque de données en quantité et qualité suffisante pour renseigner efficacement les indicateurs de suivi du développement et informer les interventions et les décisions. Le premier élément porte sur les acteurs et les institutions nationales de manière à faire valoir les choix et alternatives de développement social et économique, inclusif et équitable. L'atteinte de cet objectif important est subordonnée à un appui fort aux systèmes statistiques nationaux de production de données et plus particulièrement pour la conduite des enquêtes socio-économiques.
Dans son mot d'ouverture, le commissaire au plan chargé des statistiques, Amr Ali Saïd, a affirmé que le gouvernement s'est engagé à atteindre le repère quantitatif des objectifs de développement du millénaire et veut rendre compte des efforts menés dans la lutte contre la pauvreté. Le gouvernement travaille également pour assurer le développement du pays et son décollage économique. On l'écoute. Dans le cadre de la mise en œuvre de la SCAP et de la politique nationale de l'emploi, de la mise en place d'un registre national social, de l'évolution, de l'évaluation des progrès techniques, des progrès réalisés dans l'atteinte des objectifs du millénaire pour le développement qui doivent être revus pour l'après 2015, de la nécessité de définir et de mettre en place un système national de suivi et évaluation. Le gouvernement s'est engagé à atteindre des repères quantitatifs et structurels pour rendre compte des efforts menés dans la lutte contre la pauvreté et pour développer le pays d'une part, et dans l'atteinte des objectifs du millénaire pour le développement d'autre part. Cet engagement constitue pour nous un impératif et un défi à la production abondante des statistiques de qualité sur la base de méthodologies harmonisées et conformes aux normes internationales, adaptées aux besoins de suivi et évaluation des actions gouvernementales en matière de développement. D'où l'importance de ces ateliers de 3 jours qui nous permettront de définir un noyau d'indicateurs pertinents, d'harmoniser et de standardiser les méthodes et pratiques de production, les concepts et définitions de ces indicateurs, ce qui est une première étape importante dans la coordination du système statistique national, dans la chaîne de production des statistiques de qualité et fiables, dans la mise en place d'un système opérationnel de suivi et évaluation. Dans l'actualité également, le conseil d'administration de la Caisse populaire d'épargne et de crédit CP continue ses tournées de prise de contact et de sensibilisation avec le membre de la ville de Tadjoura. Après avoir eu un entretien avec le préfet de Tadjoura, Abdelmalik Mohamed Benoïta, et le comité de crédit de surveillance de la Caisse du Nord, hier, le conseil d'administration de la Caisse, présidé par la parlementaire Mme Hassana Ahmed, a eu plusieurs entretiens avec les membres de la Caisse ayant bénéficié des crédits pour créer des activités génératrices de revenus. Ces personnes ont remboursé leur premier crédit et auront la possibilité de contracter un deuxième prêt pour augmenter leurs revenus, participant ainsi au développement social dans la région. Certains bénéficiaires ont profité d'un prêt mais n'arrivent pas encore à rembourser. Le conseil a discuté avec ces catégories pour trouver des solutions. Le nouveau conseil a promis de sensibiliser le maximum de familles dans la région de Tadjoura sur les possibilités de la Caisse qui est un outil de levier social avec des possibilités de créer des activités génératrices de revenus et participer au développement social dans la région de Tadjoura où les femmes ont peu de moyens. Rappelons qu'entre Tadjoura et Obok, 2000 personnes sont membres de la Caisse du Nord présidée par Hassana Ahmed Bilil. Et sport cette fois. Sport cette fois, Biasma, dans la région d'Al-Sébié. Le président de la Fédération de football de Djibouti, Souleymane Hassan Wabri, s'est rendu hier matin au centre haut niveau de la région d'Al-Sébié pour s'enquérir l'état d'avancement des travaux de pose de la pelouse synthétique sur le terrain. Accompagné par le préfet de la région, Mohamed Wabri Assoui, le président du conseil régional, Omar Ahmed Waïs, ainsi qu'une délégation de la Fédération internationale de football, le président de la Fédération de football de Djibouti, Souleymane Hassan Wabri, a pu visiter l'arrivée de matériel pour la pose des gazons synthétiques du terrain au niveau de la région. À l'issue de cette visite d'inspection, les responsables se sont félicités du bon déroulement et de l'avancement des travaux. À savoir que ces projets de pose de la pelouse synthétique pour les terrains au niveau de la ville Assoudjouk est financé par la Fédération internationale de football, FIFA. L'objectif est de promouvoir les sports du pays, notamment le foot. Dans une intervention accordée à notre correspondant pour la région d'Al-Sébié, le consultant pour la FIFA a souligné que très prochainement, dans 2 mois, les travaux de pose de la pelouse synthétique sur le terrain prendront fin. Donc globalement, j'irai encore un mois à peu près de travaux d'infrastructure. Et puis après, il faut compter au minimum 1 mois d'installation du gazon. Donc tous les éléments sont ici sur place déjà, donc ça va faciliter les choses quand même. Donc je dirais qu'on est plutôt sur la bonne voie. Voilà, après l'objectif c'est d'avoir un terrain opérationnel environ fin janvier, donc d'ici à peu près 2 mois, quoi. On reste toujours à Al-Sébié où la région a accueilli hier les conférences débats portant sur les réalisations majeures du gouvernement ces dernières années.
Une initiative lancée, on le rappelle, la semaine dernière par les jeunes de l'association Génération du Concret de Djibouti. C'est au siège du Conseil régional d'Ali Sabié que se sont tenues ces assises avec la participation de centaines de responsables d'associations d'Ali Sabié, mais aussi des leaders communautaires et des représentants de la société civile. La séance a commencé par des présentations sur des différents thèmes socio-économiques et les perspectives de développement pour les deux régions du sud du pays, en l'occurrence Ali Sabié et Dikil. Parmi les dossiers abordés figure en bonne place le défi de l'accès à l'eau expliqué par le docteur Bouh, spécialiste en matière de sources aquifères. Ce dernier a expliqué que le gouvernement djiboutien compte relever les défis de l'eau avec le méga projet d'adduction d'eau à partir de l'Éthiopie et en particulier de la plaine de Hadegali. Djibouti, a-t-il dit, va importer 5000 mètres cubes par jour. C'est quasiment le triple des besoins, ce qui va définitivement faire disparaître le déficit en eau enregistré jusque-là. Ali Sabié serait donc la première ville qui bénéficierait de cette eau et passera ensuite à Dikil. Autre dossier au centre des discussions, la question donc des infrastructures avec notamment le nouveau projet ferroviaire. Fatouma Awale du ministère de l'Équipement et des Transports qui a rappelé que la nouvelle ligne du train djibouto-éthiopien redynamiserait la région, créant notamment des emplois pour les jeunes. En outre, ce train réaliserait 4 navettes par jour, ce qui permettrait, a-t-elle dit, de dynamiser également le secteur informel. Tout cela réduira l'impact du sous-emploi qui préoccupe tout un chacun et tout responsable. L'emploi des jeunes est une question récurrente qui revient dans chaque débat depuis le lancement le 23 novembre dernier. Alors pour répondre à cette question, Ouloufa Ismaël Abdo n'a pas manqué de rappeler que la création d'entreprises est sans doute la panacée, d'autant plus que Djibouti a fait d'énormes efforts pour faciliter aux jeunes entrepreneurs l'obtention de fonds avantageux et les conditions nécessaires à impulser leur engagement dans le monde des affaires. Parmi les réformes majeures sur ce dossier pour ouvrir une entreprise, a-t-elle dit, le note la suppression du capital minimum de création. Les étapes pour monter une boîte sont passées de 11 à 4 étapes, a-t-elle ajouté. Le président de la République a également mis en place un fonds de garantie pour faciliter l'accès de financement des jeunes diplômés à créer leur propre entreprise. Pour Nasser Ibrahim Qayyad, cette tournée qui a commencé dans la capitale en passant par Arta a permis de mettre en lumière les opportunités ignorées. Il a indiqué que ces débats ont été constructifs et objectifs. Un échange fructueux afin de permettre à la population de jouer un rôle pour améliorer les conditions de vie. Il a donc enfin rappelé que ces discussions feront l'objet d'un rapport qui sera transmis au président de la République. Restons toujours dans l'actualité de la région. On se rend maintenant à Obok. Sous l'égide du secrétaire d'État à la jeunesse et au sport, la Fédération djiboutienne de natation a lancé vendredi dernier le championnat national de natation à Obok. Plusieurs personnalités sont venues assister au démarrage de ce championnat, dont les autorités de la région et en particulier le préfet d'Obok Hassan Dabele Ahmed, ainsi que le membre du conseil régional conduit par le vice-président Kamel Hamed. Les responsables de la Fédération de natation et le cadre technique de la jeunesse ont organisé les différentes épreuves de natation qui a eu la participation de très nombreux jeunes Obokois. Ces épreuves se sont déroulées dans une ambiance de fête et dans l'allégresse générale où les parents sont venus encourager leurs enfants. Le pêcheur d'Obok donne de leur voix sur leur embarcation, assurant en même temps une surveillance de près des nageurs. Cette journée a permis de relever l'existence de très nombreux jeunes nageurs de talent, des passionnés des épreuves de natation, fortement motivés par le désir de relever le défi face à leurs camarades. La principale épreuve imposée s'est déroulée sur une distance de 50 mètres, nage libre entre les différentes catégories, minime, cadet, junior et senior. Le résultat de la compétition font apparaître une belle performance des cadets dont le vainqueur Hussein Gabar a parcouru la distance en 33 secondes, suivi de Mohamed Ali Haroun et Hassan Ouamali. Pour la catégorie minime, la victoire revient à Abubakar Mohamed avec un chrono de 39 secondes, suivi de Mohamed Outa et Daoud Ali Haroun qui a pris la 3e place. Dans la catégorie junior, Mohamed Farada s'est classé en tête avec 36 secondes et 75 centièmes, suivi de Hassan Ibrahim et Hussein Ahmed. Enfin, les seniors se sont affrontés sur 50 mètres avec Abdurrahman Mohamed, premier avec 40 secondes, suivi de Mohamed Ali en deuxième position avec... Les jeunes sont venus nombreux. J'espère que nous allons continuer comme ça. J'aimerais féliciter tous les jeunes d'Obok
les organisateurs et tous les jeunes qui ont participé à cette compétition. Précisément également le préfet d'Obok d'avoir honoré de sa présence. J'ai remercié également pour tout le soutien au ministère, au secrétariat de la jeunesse et sport et également tous les cadres de la fédération qui ont participé à cette compétition. Merci. Et page nécrologie, c'est avec beaucoup d'émotion et de tristesse que nous avons appris le décès hier soir survenu du frère de notre collègue, Loda Ousmane Guiré. Feu Saïd Ousmane Guiré, né le 30 mars 1963 à Djibouti. Il laisse ainsi derrière lui une veuve et un enfant. Feu Saïd Ousmane Guiré était employé à la poste de Djibouti. La direction et l'ensemble du personnel de la RTD adressent leurs sincères condoléances à la famille du défunt. Nous prions le bon Dieu d'avoir pitié de son âme et de l'accueillir dans son paradis éternel. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Place à l'actualité internationale, ouverture du 15e sommet de francophonie pour remplacer Abdou Diouf. Le 15e sommet de l'Organisation internationale de la francophonie s'est ouvert hier à Dakar en présence d'une trentaine de chefs d'État et de gouvernement qui devront trouver un successeur au Sénégalais Abdou Diouf. Le sommet de Dakar se tient dans un contexte marqué notamment par la crise Ebola. Explication. Le sommet doit trouver un successeur au secrétaire général de l'OIF, l'ex-président sénégalais Abdou Diouf en poste depuis 2003. 5 candidats sont en lice et à ce stade, aucun n'est favori. Parmi eux, il y a 4 Africains, l'ex-président burundais Pierre Buyoya, l'ex-premier ministre mauricien Jean-Claude Lestra, le diplomate et écrivain congolais Henri Lopez et l'équato-guinéen Augustin Nufemu. L'ancienne gouverneure générale du Canada, Michelle Dione, est aussi candidate. Le sommet de Dakar se tient dans un contexte marqué notamment par la récente révolte populaire au Burkina Faso qui a fait partir le président Blaise Compaoré après 27 ans de pouvoir, mais aussi par la crise Ebola. Cette épidémie a fait depuis fin 2013 près de 5700 morts, essentiellement dans 3 pays d'Afrique de l'Ouest, le Libéria, la Sierra Leone et la Guinée. Fin de ce journal, merci à vous de l'avoir suivi. Très bonne suite de programme sur Télé Djibouti.